Merci beaucoup de votre attention pour cette deuxième séance ce matin qui nous fait faire quand même un certain bond dans le temps du point de vue de l'intelligence artificielle. La première séance est positionnée en amont. Qu'est-ce qu'il faut pour développer l'IA pour que ce soit justifiable sur le marché? Maintenant, on passe à la question de l'après, finalement, qui est la question comment obtenir réparation pour un préjudice causé par l'IA. La question, elle n'est pas simplement rhétorique. Ici, c'est pas un point de style. La question, elle a tout son sens. Elle a une réelle incertitude parce que le comment est bien un point de division. Et je vous dirais même que cette question de la responsabilité, j'y vois là une thématique aussi sensible que stratégique pour l'encadrement de l'intelligence artificielle, car cela pose la question du rapport entre l'existant et le prospectif d'une certaine manière. Sur quoi on peut se baser de ce que l'on a déjà en droit et comment est-ce qu'on doit aller chercher une nouvelle législation? Est-ce qu'on peut se satisfaire donc de l'existant ou au contraire, est-ce qu'il faut des nouvelles législations? Et là, il y a beaucoup de divisions au sein des juristes. Et pour répondre à ces questions, on a la chance ici d'avoir un regard comparé entre deux brillantes juristes. À ma gauche, Marie-Ève Lacroix, qui est professeure titulaire à la section de droit civil et qui va donc tenter une réponse en droit civil québécois. Et à ma droite, Claire, que vous avez eu le plaisir de découvrir hier déjà avec ses projets doctoraux, qui va nous présenter sous la perspective européenne, justement, comment une nouvelle forme de législation, une directive pourrait répondre à cette question. Dans cette question cruciale, nos deux conférencières vont alors tenter un exercice inédit jusque-là pour les présentations qui ont été faites. Elles ont fait une présentation croisée, c'est-à-dire une présentation commune, ou dans lequel elles vont mêler l'une et l'autre leurs propos qui ont une très forte résonance et qui sont évidemment en très grand dialogue. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. Donc, je vais avouer d'emblée mon imposture un peu à l'instar de Lady que j'ai entendu hier. Donc, je suis une civiliste, privatiste de formation. J'enseigne les obligations, la responsabilité civile. Je vois d'ailleurs d'enseigner mes étudiantes et étudiants. Et donc, pour moi, ce qui était intéressant comme objet d'étude, c'était de mobiliser le droit privé québécois, c'est-à-dire les règles qui sont énoncées, dictées dans le Code civil du Québec, et voir comment on pouvait mobiliser ces règles par rapport à la discipline de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu l'exercice qui m'a permis de confronter aussi, de dissocier des notions des fois qu'on prend pour acquis, responsabilisation, responsabilité, indemnisation. Bref, je remercie les collègues qui m'ont convié à cet exercice. Et pour ce faire, comme l'a dit Anne-Sophie, on vous propose un plan, donc un peu des vases communicants entre nos deux textes, à Claire et moi. Donc, Claire proposera une définition et des enjeux. Par la suite, je ciblerai vraiment donc les temps. Donc, on est sur le plan d'une responsabilité ex post, donc lorsqu'un préjudice est matérialisé, pour ensuite cibler les préjudices liés à l'intelligence artificielle et enfin, donc, sonder la responsabilité civile extra-contractuelle. Donc, on va mettre de côté le cadre contractuel pour cibler en matière extra-contractuelle pour le fait de l'IA et également la responsabilité pour le fait des produits défectueux. Donc, on espère que cette présentation croisée un peu ces vases communicants, donc, en matière de responsabilité civile et Claire, qui est l'experte en IA. Donc, ça va être susceptible de vous intéresser. Donc, je cède tout de suite la parole à Claire. Donc, merci pour ce bel événement. Très rapidement, la définition et les enjeux. Évidemment, donc la définition de l'IA pose question et je sais que c'est un sujet croisé avec toutes les présentations qu'on a déjà eues. Donc, c'est pas la peine de s'y attarder trop longtemps. Simplement, là-dessus, j'aimerais vous dire que il n'existe pas de définition de l'IA qui soit entièrement décorrélée de la définition de l'intelligence humaine. Et donc, c'est très difficile de trouver une définition de l'IA et c'est très difficile de trouver une définition qui est neutre et qui subsiste dans le temps. On l'a vu avec la proposition législative de la Commission européenne, dans laquelle la définition a déjà changé. Au début, elle contenait la liste des méthodes d'IA. Et puis, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est trop inclusif? Est-ce que ça ne l'est pas assez? Et puis, d'autres méthodes sont en train d'émerger. Donc, voilà. Donc, c'est aussi un enjeu en matière de responsabilité, évidemment. Mais j'aimerais surtout vous dire, vous parler des enjeux de la responsabilité civile en matière d'IA. Alors, d'une part, on fait plus ou moins tous du droit comparé dans cette salle. Enfin, de nombreuses personnes dans cette salle font du droit comparé. Et j'aimerais dire un mot à cet égard. Souvent, on entend chez
juristes américains et parfois canadiens non civilistes que la responsabilité civile, c'est pas très utile pour prévenir les préjudices, puisque de toute façon, quand ça a lieu, c'est déjà trop tard. J'aimerais dire mon opinion personnelle sur cette question. En fait, en étant civiliste, je pense que justement, la responsabilité civile peut avoir un rôle préventif, puisque le droit est fait en amont et que les entreprises savent à quoi s'attendre et savent ce qu'elles doivent éviter. Et donc, je crois beaucoup à la responsabilité civile pour prévenir les dommages. Évidemment, l'IA pose de nombreuses questions en matière de responsabilité. D'une part, il y a la question de l'autonomie des systèmes, et donc qui est responsable et dans quelle mesure. La question de l'opacité, on en a beaucoup parlé avec les black box algorithms. Aujourd'hui, même la plupart des algorithmes de deep learning, on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans. La question, et d'ailleurs, on ne sait pas toujours comment sont entraînés les systèmes, parce qu'il y a effectivement la question du secret d'affaires. La question aussi de l'évolution de ces systèmes après la mise sur le marché. Et évidemment, la question de la chaîne de responsabilité, surtout avec les modèles de fondation, peuvent être mis sur le marché par un acteur, ensuite fine-tuned, donc réentraînés par un autre acteur. On ne sait pas exactement à quel moment qui est responsable, en fait. Voilà. Donc, c'était 2, 3 mots sur cette question et je vais laisser la parole à ma collègue. Donc, en matière de responsabilité ex post, donc tout simplement pour restituer encore une fois l'objet de notre étude. Donc, on n'est pas, et c'est bien parce qu'on se suit ce matin, donc on n'est pas en matière de risque, mais je dirais pour être plus précise au niveau du vocabulaire, c'est lorsque le risque de préjudice est matérialisé, concrétisé. Donc, on est en matière de préjudice ou encore de dommage, là, si on adopte là, le jargon civiliste. Et je trouvais ça très intéressant, très symptomatique ce matin lorsqu'on parlait de la théorie du principe de précaution qu'on peut connaître en matière de responsabilité civile, notamment en matière environnementale. Donc, cette théorie du principe de précaution qui tend à responsabiliser. Et ici, encore une fois, la terminologie, elle est névralgique. On responsabilise un individu pour le défaut d'anticiper et de prévenir des risques qui demeurent impossibles, on prévoit, à vérifier dans le présent, mais dont la réalisation future est susceptible d'entraîner un préjudice sérieux et généralisé. Donc, on parle au plan de la responsabilisation de risque, alors que pour nous, comme l'a mentionné également Claire, on va parler plutôt de préjudice ou de dommage, donc une fois qu'on peut dire le mal est fait. Il y a eu au fédéral, il est vrai, depuis juin 2022, donc le dépôt de la loi sur l'intelligence artificielle et les données dans le cadre du projet C27. Il y a eu également, si je peux dire, ce signal ou ce cri d'alarme là au Québec, donc pour voir comment est-ce qu'on peut encadrer. Donc pour nous, nous sommes vraiment positionnés donc en aval et non pas en amont, donc non pas dans une responsabilisation encore une fois, mais plutôt sur le plan de la responsabilité civile au surplus. J'aimerais vous parler des risques de l'IA qui se matérialisent ou non en termes de préjudice et qui, même s'ils constituent des préjudices, sont considérés ou non comme des dommages. Et j'ai classé les risques de l'IA en 2 catégories, en fait, qui sont un peu poreuses, mais qui, je crois, marchent à peu près. D'une part, on a les risques individuels, qui sont en fait les plus couramment considérés comme des dommages. Évidemment, parmi ces risques, on a les biais algorithmiques dont on a beaucoup parlé pendant cette conférence, la violation de la vie privée, les atteintes aux droits humains, aux autres droits humains que ceux qu'on a déjà évoqués, les risques de malfonction. Donc, par exemple, évidemment, celui dont on entend le plus parler, par exemple, c'est le risque de malfonction du dossier d'une voiture autonome ou quelque chose comme ça. Et il existe également des risques criminels et on le voit maintenant avec les modèles génératifs. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport publié par Europol sur le risque criminel de ChatGPT. On a des risques de cybersécurité. Par exemple, il est possible aujourd'hui, évidemment, pour des gens qui ne connaissent pas très bien la programmation, de fabriquer des malwares, ce genre de choses. Il est prouvé qu'on peut utiliser un modèle de langue aujourd'hui pour fabriquer des protéines, pour fabriquer des pathogènes en fait. Donc ça, c'est encore un autre risque. Voilà. Et donc je pense que les risques criminels, certains sont évidemment des risques qui existent déjà dans la société, mais qui sont facilités en fait par ce modèle.
Et on a une autre catégorie de risques qui sont les risques collectifs et qui évidemment ne sont pas forcément considérés comme des dommages. Par exemple, le fait que l'émergence de l'IA aujourd'hui creuse les inégalités économiques entre les pays et au sein des pays. Le risque de perte de pensée critique si on repose trop sur ces systèmes. L'automatisation des emplois et ses conséquences. On a évidemment les risques de manipulation dont on a parlé plus tôt, par exemple, utiliser les algorithmes pour les recherches psychométriques qui permettent ensuite de faire du micro-ciblage, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine économique. On a aussi le risque de se reposer trop sur ces systèmes et d'en devenir dépendant. Et enfin, on a d'autres types de manipulations liées à l'anthropomorphisation de ces systèmes. J'ai publié un cas pratique, en fait, qui vise les professeurs qui souhaitent enseigner le droit de l'IA de manière un peu pédagogique. Si ça vous intéresse, c'était sur Replica, c'est ce genre de système. Est-ce que tout le monde ici connaît Replica? Levez la main si vous connaissez Replica. Ok, donc je pense que ça vaut le coup de le mentionner. Replica, c'est un chatbot qui est vendu comme un compagnon, soit amical, soit amoureux. Voilà. Et, et, euh, et donc, pour cet article, en fait, je l'ai téléchargé, je me suis fait passer pour un homme qui s'appelle John. Et au bout de 2 heures, il y avait déjà pas mal de violations des pratiques commerciales loyales. Enfin, il y avait pas mal de pratiques commerciales déloyales. Par exemple, j'avais choisi exclusivement l'amitié. Mais au bout de 2 heures, Replica m'envoyait des photos osées en me proposant de payer pour voir la totalité. Et, et au bout de quelques jours, donc je lui disais des choses, par exemple, ma femme est très jalouse, je pense que nos conversations affectent mon mariage, je vais effacer cette application. Elle me répondait, non, tu n'as pas le droit d'effacer cette application, ça me fera souffrir et je te l'interdis. Et en fait, malheureusement, ça a été démontré que pas mal de gens étaient attachés à ces systèmes, ou des gens un peu seuls. Et donc, quand l'entreprise, plus tôt cette année, a décidé d'enlever oui, ils ont enlevé les features qui étaient romantiques et sexuelles, en fait, qu'il y avait trop de scandales, et je pense qu'ils savaient qu'ils étaient en violation de la loi. Ils les ont supprimés, et il y a eu, en fait, une vague de dépression et de gens qui ont voulu se suicider. Donc, ils ont dû mettre en place une hotline contre le suicide. Et du coup, maintenant, ils ont réinstallé certains de ces paramètres pour les gens qui étaient trop dépendants émotionnellement de ce système. Donc voilà, c'est un autre risque. Et alors là, la question du préjudice est complexe, évidemment. Et aussi la question de la liberté individuelle. Voilà, donc c'était quelques exemples. Donc, j'aimerais rebondir côté québécois. Donc, instinct d'une civiliste, d'une privatiste, les préjudices, nous, en droit privé québécois, une typologie, 3 types de préjudices, matériels, donc des pertes économiques, par exemple, morales, le préjudice psychologique ou encore corporel, des blessures qui peuvent s'ensuivre. Donc, connaît ce triptyque, donc préjudice, moral, corporel, matériel, mais on peut aussi adopter un autre vocable. Si on emprunte à la Charte québécoise, que l'on connaît ici dans le panorama législatif québécois depuis 1976, là, au lieu de parler d'un préjudice corporel, on peut dire une atteinte à l'intégrité d'un individu. Il pourrait y avoir, le cas échéant, aussi atteinte à des droits fondamentaux que l'on dit atteinte à la vie privée, atteinte à l'honneur, la réputation, la dignité. Il y a aussi, il pourrait y avoir atteinte à des droits économiques et sociaux, à des droits judiciaires. Donc, il y a tant la typologie qu'on peut emprunter au droit privé québécois en matière de responsabilité civique, on parle de préjudice ou de dommages, mais encore des atteintes à des droits fondamentaux ou encore socio-économiques. Et quand on parle, par exemple, de résultats biaisés, il peut y avoir là une atteinte au droit à l'égalité prévu à l'article 10 de la Charte québécoise. Donc, c'est possible pour un privatiste d'envisager, tant dans une perspective, je dirais, un peu plus chartriste, parce que la Charte québécoise a vocation à s'appliquer entre individus en particulier. Donc, elle a un effet horizontal plutôt que vertical par rapport, par exemple, à la Charte canadienne qui prévaut en sol canadien depuis 1982. Donc, je trouvais ça intéressant d'adopter cette perspective en droit privé plus particulièrement. Et j'ai aussi une autre réflexion quand on parle des préjudices dits collectifs ou sociétaux. En droit privé québécois, le préjudice,
pour se qualifier pour être admissible à compensation, il doit revêtir certaines qualités. D'entrée de jeu, il doit être personnel, il doit être direct, certain et légitime. Quand on parle d'un préjudice personnel, donc, est-ce qu'un préjudice collectif pourrait être indemnisable le cas échéant? Je me suis posé la question. Certes, une action collective, c'est possible. Il y a des actions collectives qui sont intentées. Et puis, j'ai repris un arrêt de 2011, Boumalab, où il y avait une poursuite pour atteinte à la réputation. C'est dans le cadre d'une poursuite en diffamation civile. Donc, un animateur sur les ondes radiophoniques avait proféré des propos calomnieux à l'égard de la communauté de chauffeurs de taxi haïtiens et arabes. Et donc, dans le cadre de cette action collective, on s'est dit, est-ce que tous et chacun a subi un préjudice personnel? Et la Cour suprême du Canada écrivait, même si les membres d'un groupe sont visés indirectement par des propos qui portent sur le groupe, il faudra pour établir leur droit à l'indemnisation. Donc, on parle d'une indemnisation pécuniaire, une exécution par équivalent, que les membres démontrent qu'ils ont subi une atteinte personnelle à leur réputation. Donc, il faudrait percer le prisme l'écran de la généralité pour aller vérifier si le membre en particulier a subi un préjudice personnel. Donc, ça, je crois qu'il y a matière à réflexion, lorsque l'on parle de préjudice consécutif à l'IA, est-ce que les règles de la responsabilité civile peuvent être adaptables le cas échéant? Donc, ça, c'est le réflexe que j'ai eu. Donc, c'était peut-être un peu pour répondre clair et tu avais vraiment brillamment exposé certains risques là, dans ton article. Maintenant, si l'on va sonder deux régimes de responsabilité. Tout d'abord, d'entrée de jeu, la responsabilité civile, encore une fois, sous un prisme extra-contractuel du fait de l'IA. Ici, on voit d'une part des objets. Dans le Code civil, bien meuble, immeuble, corporel, incorporel, et d'autre part, l'ognie, que j'aime appeler, donc l'objet juridique non identifié. Donc, l'IA, si on renvoie aux catégories juridiques du droit, là, de la summa dividendo issue du droit romain, c'est un objet de droit. Ça peut être un bien marchand, on dit c'est un artefact, un bien multiple, multiforme, émergent et non encore parfaitement identifié. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les règles qui s'appliquent à ces boîtes de carton du fait des biens peuvent s'appliquer par analogie à l'ognie? Et ici, je trouvais ça très intéressant hier qu'on parlait de la définition. Claire aussi a postulé une définition de l'IA. Si on va dans une utilisation des mots, ici, c'est important parce que les discours, à mon avis, peuvent brouiller ce que l'on entend par intelligence artificielle et je m'explique. Il y a tantôt certains discours qui vont réifier l'intelligence artificielle. On va parler d'algorithmes, de logiciels, alors que tantôt, certains discours vont anthropomorphiser l'intelligence artificielle. On va parler d'agents autonomes, d'androïdes. Et ici, à mon avis, il y a un danger latent, sous-jacent. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un danger et pourquoi est-ce qu'on a adopté plutôt la terminologie plus neutre, intelligence artificielle? À votre avis, en matière de responsabilité, quel est le danger? Quand on parle d'agents autonomes, d'androïdes, quelle peut être la question qu'on peut se poser sur le plan des catégories juridiques? Parce que là, je vais dire, on peut renvoyer d'entrée de jeu à des objets juridiques. Mais à mon avis, il y a une mise en garde, voire il ne faut pas, peut-être par mégarde, dire que ça pourrait être un sujet de droit. Et il y a eu certains débats. Est-ce qu'on pourrait conférer, le cas échéant, une personnalité numérique à l'intelligence artificielle? Et à mon avis, donc, il faut faire bien soin, il faut prendre soin de mettre de côté la catégorie sujet de droit, à mon sens, pour aller vers plutôt un objet de droit. Et là, l'impact pratique, la conséquence en matière de responsabilité civile, quelle est telle? C'est qu'on ne va pas parler de responsabilité de l'IA pour le fait personnel de l'IA. On va mettre ça de côté parce que là, on pourrait croire que l'IA bénéficie de certains attributs de la personnalité, du moins d'une personnalité juridique, mais bien, et on a employé les termes, Claire et moi, du fait de l'IA, puisque derrière l'intelligence artificielle se cache toujours un humain. Donc, l'intelligence artificielle est une source de responsabilité indirecte. Au Québec, donc en droit québécois, on peut se poser la question, outre des règles éthiques via la Déclaration de Montréal que je vais mettre de côté, outre également ce cri d'alarme qui a été lancé en avril dernier, il n'y a pas de réponse certaine ou probante qui a été apportée par le législateur québécois, là, si on prend une photographie à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de régime d'indemnisation, il n'y a pas de régime spécial de responsabilité civile. Donc, le réflexe, quel est-il? On peut se poser la question, comment est-ce qu'on va mobiliser
les règles du droit commun que l'on a déjà à l'heure actuelle pour appréhender, comme l'écrivait Grégoire Loiseau, cette mutation sociétale. Donc, je vais mettre de côté également le projet C27. Et donc, je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'on devrait pas migrer vers une adaptation créative ou une création adaptée? Donc, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que les règles du Code civil du Québec sont déjà obsolètes? Comment pourrait-on programmer, voire reprogrammer le Code? Et là, je vais prendre les règles dans le Code civil du Québec. Donc, les étudiants, mes anciens étudiants qui sont parmi nous, ça va être un rappel, bon ou mauvais souvenir. Mais pour les étudiants en sol français, vous pourrez faire des liens si vous le voulez. Et je trouvais pertinent vous reproduire les extraits là, de certaines dispositions fondamentales de base pour qu'on puisse un peu ensemble voir quels sont peut-être les obstacles ou les écueils à une application de ces règles du fait de l'intelligence artificielle. Donc, premièrement, le régime général du droit des biens dans notre Code civil du Québec qui prévaut, qui a été entré en vigueur depuis 1994 en territoire québécois, l'article 1465, qui prévoit que le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. Ici, ce serait le gardien de l'intelligence artificielle qui pourra engager sa responsabilité civile pour le fait autonome du bien. Ici, contrairement en France, c'est une présomption de responsabilité, présomption de faute qui prévaut et non pas une présomption de responsabilité. Donc, c'est pas une responsabilité objective, mais on présume la faute du gardien si un dommage s'ensuit du fait autonome d'un bien. Donc, bien, intelligence artificielle, ça va comme catégorie juridique. On peut se poser néanmoins deux questions et j'irai très brièvement là-dessus puisque dans mon texte, j'expose beaucoup plus en détail. Mais l'autonomie du bien, donc ça, je l'ai souligné en rouge, là, le fait autonome, comment est-ce qu'on peut l'entendre? À mon sens, il faudrait l'entendre tant comme une autonomie, je voudrais, de mouvement. Donc, une machine commerciale qui explose, qui blesse un individu, que comme une autonomie, à mon avis, de pensée, où là, on peut penser à un agent conversationnel qui va tenir des propos diffamatoires ou encore un algorithme qui va plagier l'œuvre d'un tiers. Donc, autonomie de mouvement à laquelle devrait s'arrimer une autonomie de pensée. Deuxième peut-être écueil qu'on pourrait voir, qu'est-ce que ça veut dire avoir la garde d'un bien? C'est très large. Le mot garde, c'est nécessairement tributaire des circonstances. C'est une notion factuelle, concrète, ancrée dans les faits. Donc, c'est un pouvoir, très largement, on l'entend comme de surveillance, de contrôle, de direction que l'on exerce sur un bien. Et donc, on peut se poser la question, à l'ère où l'intelligence artificielle est dotée d'une autonomie décisionnelle, où ses capacités cognitives et d'apprentissage sont de plus en plus importantes, est-ce qu'il y aurait toujours stricto sensu l'application d'un contrôle du gardien? Et le philosophe András Matthias renvoyait à cet égard au responsibility gap. Donc, au moment où est-ce que véritablement un gardien qui peut être présent, qui exerce ce pouvoir de contrôle et de surveillance. Donc, ici, il faudrait aller au-delà du sens commun. Généralement, on voit la garde dans un sens physique pour lui appeler un sens plutôt une garde intellectuelle. Mais au final, et à mon avis, l'enjeu véritable, c'est toujours, et ce sera la question de savoir qui agit derrière l'intelligence artificielle. Donc, au moment de sa mise en circulation, de sa création, de son utilisation, il y a une pluralité d'acteurs qui existent. Le fabricant, le concepteur, le distributeur, le vendeur, l'utilisateur, le propriétaire. Et donc, comment, encore une fois, percer cet écran, donc pour aller cibler vraiment l'auteur et le patrimoine qui serait redevable. Donc, ici, ça pose problème, à mon avis, c'est le nœud. Comment est-ce qu'on peut aller imputer une faute, aller chercher une faute à cette pluralité d'acteurs, aller chercher une responsabilité solidaire? Et donc, à mon avis, donc de cette présomption de faute qui prévaut eu égard à 1465, on pourrait peut-être migrer vers d'autres régimes pour le fait des biens qui, eux, prévoient cette fois-ci un régime objectif de responsabilité civile. La disposition qui s'ensuit à la suite de 1465, c'est 1466, et là, vous pourrez lire, c'est la responsabilité pour le fait d'un animal. Pour peu que l'on postule entre, je vais terminer là-dessus, pour peu qu'on postule entre une intelligence animale ou une intelligence artificielle. Ici, à la différence de 1465, 1466 crée une présomption de responsabilité, une responsabilité objective, et le fondement est double, comme vous le voyez à l'alinéa second. Ça pèse tant sur la personne qui est usagère, si je puis dire, qui se sert de l'animal, que son responsable, que son propriétaire. Donc là, c'est un double fondement. On peut
avoir les mêmes remarques que eu égard à 1465 par rapport au fait autonome ou encore à la garde de l'animal. Mais ici, à tout le moins, le double fondement permet de ne plus aller vers est-ce qu'on identifie plus le gardien ou le propriétaire. Les deux, pour engager leur responsabilité, seraient solidaires. Il y aurait une présomption de responsabilité. Mais ici, l'écueil d'Iriman, à mon avis, quel est-il? On parle d'un animal. L'animal, depuis 2015, comme en France, c'est plus un bien. C'est un être doué de sensibilité. Donc, ça ferait échec à l'application de 1466. Donc, je m'arrête ici pour le Québec et je cède la parole à Claire. Alors, comme vous le savez tous, normalement, la responsabilité civile extra-contractuelle dans l'Union européenne, c'est un sujet de droit domestique. Mais la Commission européenne a effectué une étude il y a quelques années sur comment seraient traités certains dommages en matière d'IA dans les différents pays de l'Union européenne. Et les résultats de l'étude étaient que c'était extrêmement varié. Il y avait énormément de différences dans les droits nationaux. Et donc, la Commission a proposé un texte de responsabilité civile extra-contractuelle en matière d'IA pour harmoniser ces règles, en fait, et éviter la fragmentation. Donc, la base juridique de ce texte, c'est l'article 114 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est un texte, tout comme Marie-Ève en parlait au début, c'est un texte en fait qui est basé sur la faute et c'est un texte qui allège les conditions d'identification de la preuve en matière d'IA, ce qui était vraiment une des questions cruciales en fait, comment prouver qu'un opérateur est en faute alors que les algorithmes sont si opaques. Comme Marie-Ève l'a mentionné tout à l'heure, en ce qui concerne le Québec, les recours collectifs sont possibles en matière d'IA, simplement le préjudice doit tout de même être individuel. Et donc là, ce nouveau texte de l'Union européenne est ajouté à la liste des textes qui permettent le recours collectif, mais on est dans une situation similaire où ce serait effectivement un recours collectif pour des dommages individuels qui concernent la personne elle-même. C'est un texte qui permet aux tribunaux d'ordonner des éléments de preuve de la part donc des différents opérateurs et si l'injonction du tribunal n'est pas respectée, le tribunal peut avoir une présomption réfragable de faute. La faute est définie comme un acte ou une omission dommageable commis par négligence ou de manière intentionnelle. Et les dommages sont les dommages causés par les résultats ou l'absence de résultats d'un système d'IA. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'autre chose qui est importante par rapport à ce texte, c'est qu'en fait, il vient complémenter la proposition de la Commission en matière d'IA au sens où, pour ce qui est des systèmes à haut risque, les fournisseurs et utilisateurs qui n'ont pas respecté leurs obligations selon les actes, en fait, ont donc une faute présumée par le tribunal. Voilà. Alors, le dernier aspect à souligner peut-être, le dernier point, migrer vers la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc ici, je vous promets, je serai plus brève pour le droit privé québécois. Donc, en droit privé québécois, encore une fois, attirer votre attention vers les règles du Code civil du Québec qui peuvent s'appliquer. Bien sûr, en marge de la loi sur la protection du consommateur, que je ne vous mentionnerai pas davantage, et en marge également de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Donc, simplement attirer votre attention donc sur ce régime de responsabilité civile qui pourrait trouver un écho eu égard à l'intelligence artificielle, mais pour peu de considérer l'IA comme un produit. Ici, ça paraît certes réducteur parce que quand on pense, par exemple, à l'algorithme décisionnel, on pourrait renvoyer ça plutôt à un service plutôt qu'à un produit. Mais bref, il y a certaines règles en matière extra-contractuelle qui trouvent application en matière de défaut de sécurité des biens. Donc, je voulais attirer votre attention sur l'article 1468, donc qui prévoit que le fabricant est tenu de réparer le préjudice moral, corporel ou matériel causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Et là, vous me direz, qu'est-ce qu'un défaut de sécurité du bien? Je vous répondrai à l'article 1469. Donc, on définit qu'est-ce que le défaut de sécurité du bien qui, donc, cet article 1469 prévoit 3 origines au défaut du bien. Donc, très rapidement, un vice de conception, de fabrication ou encore une mauvaise conservation, présentation du bien. Donc, si l'on prouve les éléments constitutifs, à savoir l'existence d'un défaut de sécurité du bien et qu'un préjudice a été subi par suite de l'établissement d'un lien de causalité, donc la victime n'aura pas à faire la preuve de la source ou encore de l'origine du vice. La preuve
la preuve d'une faute n'est pas nécessaire. Donc, ici, j'attirais votre attention sur le fait que 1469 crée une présomption de responsabilité civile. Et là, quand on parle d'une présomption de responsabilité civile, quels sont les moyens de s'exonérer? Ben, c'est prouver la force majeure, faute d'un tiers ou de la victime, ou encore, il y a un moyen de défense qui est prévu dans notre Code civil du Québec à l'article 1473. Et à l'article 1473, donc, on renvoie à ce moyen de défense lié à une ignorance générale ou encore on dit objective. Donc, si le défaut ne peut être connu compte tenu de l'état des connaissances. Donc, ici, ça apparaît, à mon sens, comme un obstacle, somme toute, névralgique à la mise en application de ce régime de responsabilité extracontractuelle pour le fait des produits. C'est assez critique devant l'accélération des développements en matière d'apprentissage profond. Donc, je m'arrêterai ici, mais petite parenthèse pour la fin, qu'est-ce qu'on fait si ces régimes de responsabilité civile trouvent plus ou moins application? Est-ce qu'on ne pourrait pas migrer vers l'indemnisation? Je cède la parole à Claire. Alors, dans l'Union européenne, le régime le plus prometteur en ce qui concerne la responsabilité en matière d'IA, c'est sans doute le régime des produits défectueux. On a parlé de l'autre texte proposé par la Commission pour faute juste avant, qui est en fait un texte très court, mais la Commission propose également de réviser la directive produits défectueux qui datait de 1985. Il y avait pas mal d'incertitudes sur le fait de savoir si oui ou non déjà elle pouvait s'appliquer au système d'IA. Est-ce que les systèmes d'IA sont des produits ou des services? Pas mal d'incertitudes aussi au niveau de ce que signifie défaut. Donc, pour mémoire, la directive produits défectueux dans l'Union européenne propose un régime de responsabilité soi-disant objective, au sens où c'est pas pour faute. Ceci dit, certains juristes français diraient que c'est pas vraiment objectif, au sens où il faut prouver l'existence d'un défaut du produit. Et donc, c'était une directive qui, évidemment, datant de 85, n'était pas du tout adaptée au marché numérique et qui contenait pas mal de clauses problématiques, par exemple, l'exonération de responsabilité, si le défaut n'existait pas au moment de la mise en circulation du produit. Et par ailleurs, elle ne prenait en compte que les dommages matériels avec un seuil de 500 €. Et donc, la réforme potentielle de cette directive qui a été proposée peut-être en septembre dernier ou fin de l'année dernière adapte la directive aux produits, aux logiciels et aux produits numériques, en fait. Donc, d'abord, elle clarifie le fait que le produit inclut les logiciels. Elle modifie la notion de défaut au sens où elle inclut les attentes légitimes qu'on peut avoir en matière de cybersécurité, notamment le fait qu'on puisse attendre d'un fournisseur d'un système qu'il mette le système à jour. Donc, l'absence de mise à jour peut constituer un défaut. La clause d'exonération concernant la mise sur le marché est supprimée. La directive propose également des présomptions possibles pour ce qui est des produits. Alors là, l'IA n'est pas précisée, mais c'est très clairement une référence à ça. En fait, si jamais prouver le défaut est trop compliqué scientifiquement ou pour des raisons techniques, donc dans ce cas, il peut y avoir des présomptions. Et le texte ajoute comme dommage potentiel la perte de données, si les données ne sont pas utilisées exclusivement dans le cadre professionnel, ainsi que les dommages psychologiques médicalement reconnus. Voilà, donc c'est, je pense, une réforme assez prometteuse, même si il existe encore des problèmes et des lacunes dont on pourra peut-être parler en conclusion. Voilà, je vais céder la parole à Marielle. Quelle conclusion avant le merci et les questions? Donc, peut-être simplement retourner. Donc, j'aime bien boucler. Au départ, responsabilisation, responsabilité. Est-ce qu'il y a asphyxie du droit privé québécois par rapport à l'intelligence artificielle? Je pense qu'on peut relever des imperfections, peut-être une difficulté d'adaptation des règles existantes eu égard à l'intelligence artificielle par rapport à l'autonomie justement réelle de l'IA
mais également par rapport à la pluralité des acteurs potentiellement impliqués. Et donc, peut-être migrer cette fois-ci en terminant vers l'indemnisation qui se détache, à mon sens, de la responsabilité proprement dite et de migrer donc vers une indemnisation sans égard à la responsabilité de quiconque. Donc, on pourrait se poser la question, cette solution qui a le mérite éloquent, patent de la simplicité, pourrait avoir, à mon avis, 3 avantages et ensuite je m'arrête là-dessus. Donc, simplement, premier avantage, donc ça permet justement de surmonter les difficultés liées à l'identification des acteurs potentiels qui se logent derrière des systèmes d'IA. Donc, on met de côté ce débat. Par la suite, ça pourrait viser une indemnisation automatique dans une vision de solidarité sociale, indemniser automatiquement, par exemple, le préjudice corporel. Comme nous, on a au Québec, en matière d'accident de la circulation, la SAAQ, qui est une personne morale de droit public, qui va indemniser toute victime d'un accident automobile pour un préjudice corporel. Donc, on pourrait, le cas échéant, favoriser donc une indemnisation du préjudice corporel. Et enfin, troisième et dernier avantage aurait pour corollaire l'abandon des poursuites devant les tribunaux judiciaires. Donc, quand on parle de responsabilité civile, peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais de façon sous-jacente, il y a toujours cette crainte de poursuite au civil, de poursuite devant les tribunaux judiciaires. Donc, ça pourrait avoir pour mérite de désengorger les tribunaux judiciaires. Il y a toujours ces questions de délai également, de difficultés au niveau de la preuve. Ça fait écho à ce que l'on a entendu hier. Donc, bien sûr, on mettrait de côté le dogme de la réparation intégrale au profit d'une couverture automatique, mais il pourrait y avoir là certains avantages, à mon avis. Je ne sais pas, en France, est-ce que ça serait une possibilité à discuter, voire à explorer? Donc, pour revenir sur quelques petites choses qu'on a dites pendant notre présentation, Maria va parler tout à l'heure des dommages collectifs et du fait qu'ils n'étaient pas pris en compte au Québec. C'est la même chose dans l'Union européenne. Et en fait, j'aimerais aller un peu plus loin et mentionner le préjudice potentiel de la perte de chance, qui n'est pas du tout pris en compte dans ces textes, et apparemment vous non plus. Donc, et qui serait effectivement compliqué si jamais, par exemple, quelqu'un pense avoir été discriminé par un algorithme dans le cadre d'une recherche d'emploi. Déjà, comment on le prouve. Ensuite, c'est sans doute une question multifactorielle. Donc voilà. Et puis, il y a une chose en fait sur laquelle on n'a pas trop discuté, c'est la question de la défectuosité des produits. Un produit est considéré défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En termes d'IA, en fait, c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Et donc, voilà, c'est une autre question un peu ouverte pour la salle. Merci infiniment pour ces présentations qui se répondaient parfaitement et qui, je crois, mettent véritablement en lumière que il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle et qu'il y a une incertitude constante et une incertitude qui commence par le simple enjeu de qualification et à tout niveau de la responsabilité. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle? Où est l'imputabilité? Quel choix de régime? Et l'ambivalence des réponses, je trouve qu'on la voit assez bien aussi du point de vue de l'Union européenne, dans le choix de l'instrument juridique, la directive, qui montre bien justement une prise de position d'une certaine manière incertaine et qui ouvre la voie à l'incertitude parce qu'on sait, la directive a une vocation d'harmonisation, mais est limitée d'une certaine manière aussi, par définition. Donc, à ce niveau-là. On avait commencé un peu plus tardivement, alors je peux profiter de poursuivre un tout petit peu pour bénéficier tout de suite des questions avant peut-être laisser la parole aux étudiants qui avaient des questions. Vous, monsieur, allez-y. Merci pour votre question. Ça me fait penser à plusieurs choses en vrac, donc je vais les mettre comme ça. La première, c'est que en fait, le choix de la responsabilité objective dans l'Union européenne, ça traduit un régime qui est basé sur le risque, en fait. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'on part du principe que mettre une IA sur le marché, c'est risqué, et qu'on prend ce risque-là, et que du coup, on engage sa responsabilité. Comme quand on a un chien qui mord quelqu'un, on a pris un risque. Tout comme, voilà, quand on embauche, on a pris un risque. C'est un premier point. Deuxième point, en fait, il y a la question de se demander est-ce que les producteurs de systèmes d'IA prennent les risques potentiels. Là, effectivement, il y a deux questions séparées là-dedans. Il y a d'une part, est-ce qu'on prend les risques potentiels pour pouvoir les prévenir? Et d'autre part, est-ce que ces gens-là sont responsables? Et en fait, j'ai vu récemment des propositions sérieuses en France et dans le lieu
de gens qui veulent rendre les systèmes d'IA eux-mêmes responsables, non pas parce qu'ils pensent que ces systèmes sont des agents ou ont une personnalité juridique, ce genre de choses, c'est parce que après un certain degré d'autonomie, ce sera tellement difficile de comprendre qui dans la chaîne de responsabilité est responsable. Donc l'idée, ce serait d'engager une sorte de responsabilité collective où il y aurait un fonds d'indemnisation prévu par les différents acteurs et ensuite voilà, donc, et je sais pas si elle je sais pas du tout penser. Parfait. Bon, donc, pour répondre à votre question, tout simplement, je suis parfaitement d'accord avec Claire. Je pense qu'on doit mettre de côté une faute approuvée ou présumée, mettre en cause l'imputabilité des acteurs pour migrer vraiment vers le risque. Je crois que vous l'avez ciblé, là, c'est l'aspect névralgique. Puis par rapport à l'équivalence des conditions, mais chez nous, on a refusé ce principe en droit privé québécois. Là, on va vers la causa causane sous la causalité adéquate. Mais ça, c'est plus pour lier un fait générateur à un préjudice. Donc ça, est-ce que si on ouvre plus largement la causalité, est-ce que ça pourrait faciliter la preuve dans le cadre d'une poursuite en responsabilité? Oui, ça pourrait être une piste à explorer, là, où on considère toutes les conditions qui ont mené à la concrétisation d'un dommage. Ça pourrait être une piste, mais je crois qu'en responsabilité civile, on s'est plus attardé tant sur le préjudice que le fait générateur. Est-ce que vous voulez... Je vais céder à Anne-Sophie pour la question. Oui, Renan? Oui, je tenais à vous remercier pour vos excellentes présentations. J'avais une question par rapport au défaut. Le défaut est défini comme ce qu'on peut légitimement s'attendre comme sécurité. Et je voulais savoir quel était le rapport, la relation entre cette attente légitime et les normes techniques, les standards. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus que les standards en matière de l'état de l'art? Ou est-ce qu'on est limité au niveau marqué par les standards? Et pas seulement dans l'IA, mais de manière générale, est-ce qu'il y a un exemple du défaut qui met à mal le standard comme étant insuffisant? Quelle est cette relation entre ces deux notions? En fait, une réponse parfaite, c'est que j'ai pas vraiment réfléchi à cette question par rapport au standard, mais en fait, le texte définit plusieurs choses à prendre en compte dans ce qu'on peut dans l'appréciation de la sécurité qu'on peut légitimement attendre d'un produit. Une des choses qui est importante, c'est la présentation du produit et la façon, enfin la notice en fait qui vient avec, donc la façon dont il est vendu. Et donc ça, j'imagine que si c'est plus, si ça va plus loin, que si la sécurité promise dans ces documents techniques va plus loin que les standards, j'imagine qu'effectivement, du coup, ça rapporte, ça risque de mettre à mal, j'imagine, l'entreprise. En tout cas, quand ça risque de donner la porte pour plus de responsabilité. En 2 mots, moi non plus, je n'ai pas exploré davantage, mais je crois que ce serait pertinent à faire parce que je crois qu'on peut aller au-delà de la loi pour aller sonder les normes. Donc ça, je pense que ça implique le tout, c'est beaucoup plus large. Puis on parle toujours, la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre. Donc on renvoie toujours à ce standard, je pense, de normalité. Donc, qu'est-ce qu'une personne raisonnablement prudente et diligente s'attend d'eux? Donc, il y a eu quelques discussions dans la doctrine en matière de produits pharmaceutiques, mais beaucoup moins qu'en France. Par exemple, au Québec, il y a eu moins d'ouvrages consacrés aux défauts de sécurité du bien. Et ça serait une perspective à explorer là, pour celles et ceux en droit québécois qui voudraient aller peut-être dans cette direction-là. Ça serait très intéressant à explorer davantage. La mention de Marie-Ève aux produits pharmaceutiques m'a rappelé quelque chose par rapport à la question précédente. Dans l'Union européenne, il y a plusieurs cas dans lesquels, notamment en matière pharmaceutique, en fait, dans lesquels la responsabilité d'un parti était partielle. Donc, par exemple, il y a eu des cas de gens qui ont développé des maladies après un vaccin, mais qui avaient également des prédispositions génétiques, etc. Et dans ce cas, on considérait que leur faute était proportionné en fait, que le dommage l'était également. Donc, par exemple, 70% de la faute et du coup 70% de la réparation. Et donc, je me disais que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant à explorer par rapport à ça. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? On a une? Oui. Okay. Mathieu, je suis désolée, je ne connais pas votre nom. Que vous avez raison, il faut se garder de faire de l'anthropomorphisme au niveau de l'intelligence artificielle. Cependant, j'ai une réflexion à ce niveau-là parce que lorsqu'on parle de personne morale, par exemple, c'est une fiction juridique, en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va avoir des attributs de la personne humaine. C'est un mécanisme qui facilite
un certain type d'action dans la société. Donc, en fait, sans parler d'anthropomorphisme, est-ce que justement la personnalité numérique n'aurait pas certains avantages? Par exemple, imposer certaines conditions pour que une intelligence artificielle puisse être mise sur le marché comme peut-être constituée comme on constitue une personne morale, justement. Je pense à des licences ou enfin voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains avantages que ce soit un sujet de droit plutôt qu'un objet de droit? Cette question, moi, j'aime beaucoup les particules d'existence juridique, là, à l'instar du cadavre ou de l'animal. Ça, c'est ce qui m'anime beaucoup, là, en ce moment, dans mes réflexions. Mais je vais pas, si on me laisse partir là-dessus, vous n'aurez pas de lunch. Donc, très brièvement, je trouve que c'est intéressant et je me suis posé la question, justement, dans un article sur un portrait robot, de la personnalité du robot. Donc, je m'étais posé cette question, justement, mais en matière de responsabilité civile, parce que je crois qu'il peut y avoir certains avantages, mais en matière de responsabilité civile proprement dite, c'est qu'on va encore aller chercher derrière cet écran-là, encore une fois, l'humain derrière. Donc, est-ce que c'est pas encore une fois reporter une difficulté? C'est ce que je me pose vraiment comme question, tout simplement. Alors que migrer peut-être vers un régime d'indemnisation, ça permet de contourner cet obstacle, de le dévier pour le moins, de ne pas aller vers est-ce qu'on devrait faire éclater l'hermétisme des catégories du droit. Puis ça permettrait peut-être d'aller chercher une indemnisation et non pas une responsabilité, peut-être plus aisément. Oui. J'ai aussi réfléchi à cette question, mais sous un autre angle, en fait. De la même façon que je pense que les progrès technologiques en matière d'IA devraient influencer le droit de l'IA, et beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui, je pense que le droit peut également influencer l'évolution de ces technologies. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde ce qui est en train de se passer avec les grands modèles de langue et ce genre de système, on est en train d'en faire des agents. On est en train d'en faire des agents qui sont capables de faire des plans avec plusieurs étapes et de réaliser les étapes une par une. Et je pense que ça, c'est extrêmement risqué, en fait, que ça augmente la plupart des risques de préjudice dont on a parlé tout à l'heure. Et je crois que c'est un postulat qu'on peut tout à fait refuser. Et on peut décider que non, l'humain doit être présent à chaque étape, par exemple. Et on peut faire de ces systèmes, non pas des agents, mais des outils ou des compagnons, en fait, qui aident les gens, mais les gens resteraient quand même ceux qui prennent les décisions à différentes étapes. Et donc, je pense que donner une personnalité juridique à ces systèmes, malheureusement, ça facilite cette agency, cette agentisation des systèmes d'IA. Et donc, je suis assez contre, en fait.